Bonjour et bienvenue sur Basic Dev, la chaîne qui vous parle des ordinateurs et du développement en informatique. Pour commencer, qu'est-ce qu'un ordinateur? Petite définition, un ordinateur est une machine programmée pour effectuer des tâches précises. Évidemment, c'est une définition simple pour un sujet qui l'est beaucoup moins. Surtout quand on sait que des ordinateurs, on en trouve un peu partout. Il y en a bien sûr dans vos téléphones, vos smartphones, vos tablettes, mais on en trouve également dans les machines-outils que l'on peut voir dans les grosses entreprises et même dans les réveils. Et je ne parle évidemment pas des vieux réveils mécaniques que l'on devait remonter avec les grosses cloches qui réveillaient tout le quartier sauf vous. Non, je parle bien évidemment des réveils numériques. Mais on peut également retrouver des ordinateurs dans les réseaux routiers, par exemple sur les feux tricolores ou dans les voitures. Enfin bref, vous l'aurez compris, des ordinateurs, on en trouve un peu partout. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler des ordinateurs que vous utilisez au quotidien, que ce soit des ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau. Parce que le sujet est vaste, on va faire un petit peu d'histoire pour remettre un petit peu dans le contexte. Alors, dans l'Antiquité, Non, excusez-moi, c'est de ma faute, ça n'a rien à voir, ça n'est pas l'Antiquité. D'ailleurs, c'est même pas programmable, ça. Bon, on va passer à autre chose. Bon, plus sérieusement et plus récemment, il y a quelques dizaines d'années, le marché de l'informatique était disputé par deux grands types de machines. Nous avions d'un côté les Mac et de l'autre les PC. En ce qui concerne les Mac, la société Apple a commencé par créer des machines qu'ils ont appelées Apple, Apple I, Apple II, Apple III et sont ensuite passés au Macintosh. C'est d'ailleurs de Macintosh que vient le mot Mac actuellement. Ces ordinateurs, appelés aussi micro-ordinateurs à ce moment-là, avaient leur propre système d'exploitation. On retrouve actuellement sur les Mac le Mac OS. Et il n'était évidemment pas question d'implémenter un OS quelconque sur ces machines. Les machines étaient fournies avec leur OS et prêtes à l'emploi. Je reviendrai d'ailleurs sur l'OS un peu plus tard. Et d'un autre côté, nous avions les PC. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'à ce moment-là, IBM était leader sur le marché des ordinateurs. Mais là, on parle des gros ordinateurs, vraiment les gros calculateurs utilisés dans les universités, dans l'armée, etc. Et donc, seule l'élite pouvait se payer ce type d'ordinateur. Donc, quand Apple est arrivé sur le marché avec ses micro-ordinateurs, IBM a voulu faire de même pour ne pas louper le marché et faire ses propres micro-ordinateurs. Pour aller très vite, ils ont simplement utilisé les composants qui se trouvaient déjà sur le marché pour pouvoir créer des micro-ordinateurs. À ce moment-là, tout comme Apple le faisait, il suffisait d'acheter les composants, de les assembler, de les améliorer et de créer son propre ordinateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la bagarre qu'il y a eu lieu entre Microsoft et Apple, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'avec la notoriété d'IBM et la manière dont ils ont sorti leur propre micro-ordinateur, plusieurs marques ont pu eux aussi sortir des micro-ordinateurs ayant la même infrastructure interne que les IBM PC. On les a donc appelés des PC compatibles, donc Personal Computer compatible avec les IBM PC. Et donc à ce moment-là, tout ce qui pouvait être installé sur un IBM PC pouvait être aussi installé sur des PC compatibles. Ainsi, avec le temps, tous les programmes, que ce soit OS ou que ce soit n'importe quel programme qui pouvait être installé sur les PC IBM ou sur les PC compatibles, étaient estampillés PC et compatible. Avec le temps, PC et compatible est devenu PC compatible et puis tout simplement PC. Voilà dans les grandes lignes ce qu'il y a à dire sur les ordinateurs. Alors maintenant, voyons voir en profondeur ce qu'il se passe à l'intérieur. Nous retrouvons donc notre PC ou Personal Computer, ordinateur personnel, dans lequel nous allons insérer les différents composants. Notez également que pour votre PC, la boîte qui contient tous ces éléments est aussi appelée unité centrale. Il ne faut donc pas le confondre avec le CPU, qui est l'unité de traitement centralisé. Donc le CPU est en fait le cœur de l'ordinateur, c'est lui qui va vraiment se charger des informations et du traitement des informations. Alors vient ensuite la mémoire. Donc ici nous avons la mémoire vive, Random Access Memory, et cette mémoire est en fait utilisée pour pouvoir garder les informations, donc les données, les logiciels qui sont absolument
indispensables pour le bon fonctionnement de votre ordinateur. Donc même si certains processeurs actuels ont une mémoire interne, elle n'est vraiment pas suffisante pour garder la masse d'informations que vous utilisez constamment quand vous utilisez votre ordinateur. Et donc ici, cette mémoire va être utilisée pour garder les informations et le processeur va s'occuper d'aller rechercher ces informations, de traiter les données et de remettre en mémoire les informations une fois traitées. Vient ensuite les périphériques. Alors vous avez différents types de périphériques. Les périphériques d'entrée comme le clavier, la souris, le micro, etc. Vous avez des périphériques de sortie comme l'écran, les enceintes, le casque, etc. Et vous avez également des périphériques entrée-sortie, donc qui permettent la communication en entrée et en sortie de votre unité centrale, comme le modem, etc. Là, je viens de vous donner quelques exemples de périphériques, mais c'était des périphériques externes. On peut retrouver des périphériques internes, comme par exemple des lecteurs de CD, de DVD, de Blu-ray, de cartes, etc. Et il y a également des périphériques de stockage de masse. Donc ces périphériques sont là pour pouvoir garder en mémoire des logiciels, votre OS, des données, des photos, vidéos, etc. même quand votre ordinateur est éteint. Et donc, contrairement à la mémoire RAM, ces informations ne sont pas perdues une fois que votre ordinateur est éteint. Voyons maintenant ce qui se passe en interne. Nous avons une carte mère, ou motherboard en anglais, et vu du dessus, c'est un peu comme une métropole où on peut trouver des cinémas, des parcs, des restaurants, des voies d'accès, etc. Cette carte va permettre de faire communiquer tous les composants qu'il y a en interne. Elle va par exemple se charger de fournir en électricité les différents composants. Donc pour bien fonctionner, le CPU ou la mémoire vive ont besoin d'électricité pour pouvoir fonctionner correctement, et c'est la carte qui va se charger d'alimenter les différents composants. Alors dans les composants, on retrouve bien sûr le processeur qui a son propre placement, et étant donné que l'informatique quand même a une évolution très rapide, il y a différents types de processeurs, et donc il faut bien vérifier que sa carte mère est compatible avec le processeur, car toutes les cartes mères ne sont pas capables d'accepter n'importe quel type de processeur. Alors même chose pour la mémoire, il y a différents types de mémoire, et les cartes mères ne sont pas non plus capables d'accepter n'importe quel type de mémoire. Il faut donc également vous assurer que votre carte mère est compatible avec la mémoire que vous possédez. Alors même si la plupart des cartes mères actuelles ont une sortie vidéo, il est également possible d'intégrer une carte vidéo, par exemple pour les gamers, une carte beaucoup plus performante, et la plupart de ces cartes ont en fait leur propre processeur qu'on appelle GPU, Graphic Processing Unit, et leur propre mémoire également, et ça permet en fait de libérer un petit peu la ressource au niveau du processeur de la carte et de la carte mère bien sûr, et ainsi de pouvoir avoir un rendu plus rapide et plus fluide pour les gamers ou même les personnes qui travaillent dans la DAO, les dessins assistés par ordinateur. Alors bien sûr, les différents périphériques internes peuvent être également connectés à la carte mère pour pouvoir fonctionner. Et tout comme le CPU, la mémoire et tous les autres composants de l'ordinateur, les stockages de masse, comme les disques durs, ont également une certaine évolution. Donc il y a plusieurs types, et il faut également vérifier que votre carte mère soit capable de communiquer avec ces différents périphériques. Parlons à présent de la communication. Alors, vous savez, nous, humains, avons 10 doigts, et c'est tout naturellement que nous avons utilisé le système décimal pour compter. L'ordinateur, quant à lui, n'est vraiment pas capable, au niveau vraiment de base, d'avoir autant d'informations différentes. Étant donné qu'il travaille avec l'électricité, il est juste capable de voir si le courant passe ou si le courant ne passe pas. Ainsi, l'ordinateur travaillera avec le système binaire.
donc à savoir des informations vrai, faux, ouvert, fermé, oui, non, 0, 1, tout dépend un peu de la nomenclature, mais c'est toujours basé sur un système binaire. Alors comme vous le savez, dans le système décimal, nous avons 10 chiffres de base qui permettent d'écrire n'importe quel nombre, une infinité de nombres avec seulement ces 10 chiffres de 0 à 9. Et en parallèle, un ordinateur est capable d'écrire n'importe quel nombre, une infinité de nombres, mais uniquement avec un 0 et un 1. Alors voyons maintenant comment cela se passe. Imaginons que nous voulons un compteur. Nous démarrons logiquement avec le premier caractère, que ce soit dans le système décimal ou le système binaire, à savoir le 0. Si nous voulons incrémenter, donc ajouter une unité, nous devons nous décaler vers la droite dans la liste des éléments de base pour pouvoir afficher le caractère suivant. Ainsi, que ce soit pour la partie décimale ou la partie binaire, un décalage vers la droite, nous arrivons sur le 1 et nous pouvons remplacer le 0 par le 1. Là où ça se complique, c'est que à partir du moment où dans le système décimal nous pouvons encore nous décaler d'un rang pour avoir le chiffre 2, et ce n'est pas le cas dans le système binaire. Le système binaire n'ayant que 2 caractères, arrivé au bout, il n'y a qu'une seule manière de faire, tout comme dans le système décimal, quand on arrive à 9, on repasse à 0 et on ajoute 1 au rang supérieur. Eh bien, dans la partie binaire, nous allons également revenir à 0 et ajouter 1 dans la partie supérieure. Nous avons donc une équivalence 2 égale 10 en passant du système décimal au système binaire. À présent, nous sommes capables dans les deux systèmes de pouvoir incrémenter de nouveau et nous passons donc dans le système décimal à 3 et dans le système binaire à 11. Là encore, nous rencontrons la même difficulté que précédemment. Autant dans la partie décimale, nous pouvons facilement passer de 3 à 4, autant dans la partie binaire, nous sommes arrivés au bout. Il faut donc, comme précédemment, revenir à 0 et incrémenter au rang supérieur. Alors ici, nous voyons que le 1 de droite va passer à 0, on incrémente le rang supérieur et 1 passe à 2. Problème, nous n'avons pas de 2. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons revenir à 0 et ajouter 1 au rang supérieur. Et nous aurons donc une équivalence 4 égale 100 du système décimal au système binaire. Alors, pour la plupart d'entre vous, ça paraît bien compliqué. Mais en fait, pas tant que ça. À partir du moment où on s'habitue doucement au système binaire, il est très facile de pouvoir passer d'un système à l'autre. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple. Si je vous dis 13 égale 1, vous me répondrez certainement, là je ne comprends plus rien, de 4 on était à 100, maintenant 13 on passe à 1. Non, ici en fait je vous parle d'un système totalement différent. 13 égale 1 ou 24 égale 0. Peut-être que la plupart d'entre vous ont déjà une idée de quel système je suis en train de parler. Pour les autres, voici un petit indice. Voilà, maintenant je suppose que vous avez compris. Et pour vous ça paraît beaucoup plus clair. Mais tout simplement parce que depuis que vous êtes petit, on vous a appris à compter dans un autre système que le système décimal. Ici, au lieu d'avoir un système en base 10, nous avons un système en base 12. Et nous savons très bien que quand il est 13 heures, il est en fait 1 heure de l'après-midi. Parce que les journées sont scindées en 2 fois 12 heures, ou 24 heures pour la totalité. Et dans un même registre, le système binaire, une fois que l'on s'y habitue, est relativement simple. Nous allons à présent parler un peu de cryptage. Alors pourquoi? Eh bien simplement parce qu'au niveau de la communication, l'être humain a quand même 2 manières de communiquer, visuelle et sonore. Or, au niveau visuel, nous avons une multitude de caractères différents pour pouvoir communiquer. Nous avons des chiffres, des lettres en minuscules, en majuscules, nous avons de la ponctuation et différents autres caractères pour pouvoir communiquer. Or, je rappelle qu'un ordinateur n'est capable de repérer que des 0 et des 1. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement en cryptant ces caractères. Nous allons numéroter chacun d'eux et les mettre dans une table de correspondance. Alors voici à titre d'exemple la table la plus répandue, c'est la table ASCII, American Standard Code for Information Interchange, et cette table va nous permettre en fait de coder chaque caractère, d'envoyer
la valeur numérique à l'ordinateur qui va pouvoir à ce moment-là traiter les informations et utiliser cette table de correspondance pour nous retourner le caractère que nous avions encodé précédemment. Ainsi, par exemple, nous voyons que le 032, donc la valeur numérique 32, correspond à la barre d'espace. Vous avez probablement remarqué que tous les caractères n'y sont pas. Nous n'avons par exemple pas de caractères accentués. Nous n'avons pas les caractères utilisés dans d'autres langues, comme le russe, le grec, l'arabe ou que sais-je encore. Eh bien, il faut savoir qu'il y a plusieurs tables de correspondance et il suffit juste de signaler au système quelle table nous allons utiliser pour avoir le même niveau de langage et de communication. À présent, nous allons voir les différentes couches de communication. Et revenons donc à notre ordinateur. Non, là, ça fait un peu lourd 2 fois de suite. Voilà qui est mieux. En fait, votre ordinateur est la première couche de communication. Cette couche est aussi appelée hardware. Donc en fait, c'est tout ce qui est matériel. Les différentes couches supérieures seront quant à elles appelées software. À ce propos, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de l'OS, le système d'exploitation, à savoir le programme qui va gérer votre ordinateur. Alors à votre avis, quelle est la couche qui va venir juste au-dessus du personal computer? Alors vous avez le choix entre le MS-DOS, le BIOS et le Windows. Eh bien bravo si vous avez répondu le BIOS, car en effet, le Basic Input-Output System permet de faire la communication, la passerelle entre le personal computer et vos différents OS. C'est en fait lui qui va se charger en premier en mémoire quand vous allumez votre ordinateur et il va donc vérifier tous les périphériques et tous les composants de votre ordinateur et pouvoir ainsi donner ces informations au système d'exploitation. Le système d'exploitation, quant à lui, pourra à ce moment-là être installé sur différents ordinateurs avec différentes configurations à partir du moment où il a un langage commun de communication avec le BIOS. Le BIOS est fourni avec le constructeur de la carte mère et propose une normalisation pour la communication avec les différents systèmes. Donc en clair, si vous changez votre matériel, c'est le BIOS qui doit être capable de détecter ce matériel. L'operating system ne sera pas obligé à ce moment-là de pouvoir gérer les nouveaux éléments. Bon, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais de base, c'est exactement ce qui se passe. Le BIOS fait vraiment l'intermédiaire, l'interprète entre la couche hardware et le système qui gère l'ordinateur. Un exemple simple, si vous désactivez un disque dur dans le BIOS, le système d'exploitation sera incapable de le détecter. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les différents systèmes d'exploitation évoluent également au fil du temps pour pouvoir suivre le matériel qui est de plus en plus performant. Et donc, il arrive souvent que vous deviez changer d'application car vos applications ne sont plus compatibles avec le système d'exploitation que vous utilisez. Et c'est pour ça qu'à l'instar de la communication entre le système d'exploitation et votre matériel, il y existe des couches qui permettent en fait de normaliser la communication entre votre système d'exploitation et les applications. Ces couches sont appelées des frameworks. Donc les frameworks sont là en fait pour être installés sur différents systèmes d'exploitation et offrir un même système normalisé de communication pour votre système d'exploitation, quelle que soit l'application que vous utilisez et quel que soit le système d'exploitation sur lequel vous l'installez. Ainsi, les applications ne sont plus obligatoirement compilées pour fonctionner sur un système bien spécifique, mais sur un framework spécifique. Le framework, quant à lui, gère tous les systèmes d'exploitation sur lesquels ils sont installés. Il est temps à présent de mettre tout ça en musique et de voir le fonctionnement global de votre système. Vous commencez par allumer votre ordinateur et la couche software se charge en mémoire. Vous avez le BIOS, le système d'exploitation, les différents frameworks s'il y en a, et maintenant votre ordinateur est prêt. Imaginons
qu'à partir de votre clavier périphérique externe, vous commenciez à taper des informations. Ces informations sont injectées dans le système. Il y a certaines couches au niveau software, donc certains logiciels, qui permettent de capturer ces informations. Et une fois que les informations entrantes sont capturées par ces logiciels, les informations sont traitées. Les traitements sont faits par votre processeur et votre processeur va donc communiquer avec la mémoire, entrée et sortie, va prendre les informations, les traiter, les remettre en mémoire, etc. Et s'il y a des informations en sortie, ces informations seront par exemple affichées à l'écran par une boîte de dialogue ou par le rafraîchissement de la position de votre personnage si vous êtes en train de jouer ou un son quelconque. Voilà en gros le fonctionnement de tout votre système une fois en place. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé par son contenu. Si vous avez aimé, laissez un pouce vert, c'est toujours gentil, c'est sympa, ça fait plaisir. Et je vous invite également à partager au plus grand nombre sur les réseaux sociaux afin de faire connaître cette chaîne et peut-être qu'autour de vous, certaines personnes sont intéressées par le contenu. Et ça me permettra également de pouvoir offrir d'autres vidéos et peut-être même répondre à certaines attentes. Donc je vous invite également à laisser un commentaire, j'essaierai de répondre dans la mesure du possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.